Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau & Associés. Cette fois-ci, traitons d'un sujet qui, quoi qu'à la mode, n'en est pas moins important, la cartographie des risques juridiques dans le monde public. Alors certes, le but est, en tout état de cause, d'éviter les explosions juridiques, et un risque zéro n'existe jamais, comme au jeu de démineurs. Très bien, mais on peut se rapprocher, on peut éviter les risques, et on peut les hiérarchiser. On peut les hiérarchiser d'abord parce que les habitudes qui ont pu être celles de certaines juridictions de contrôle ou organes de contrôle de tout mettre sur le même plan sont des choses qui sont plus obsolètes que jamais, qu'il y a un besoin financier. On ne va pas mettre 3 avocats derrière chaque acte en ces temps de pénurie des deniers publics. Et le droit lui-même conduit à hiérarchiser entre péché mortel et péché véniel désormais. 4 éléments sur ce point. Tout d'abord, il y a une montée en puissance de la responsabilité pénale qui conduit à bien distinguer ce qui est un risque en termes de légalité ou d'indemnité et d'un risque pénal. De ce point de vue, une remarque, nous voyons souvent dans notre cabinet d'avocats des gens qui, pour éviter des petits problèmes, finissent par commettre des actes qui peuvent être du pénal. Attention, attention. Cette hiérarchisation juridique est également favorisée par une attitude plus conciliante du juge administratif qui, dans toute une série de domaines, nous donne aujourd'hui les possibilités de régulariser un certain nombre d'actes ou d'estimer que certaines irrégularités ou illégalités sont régularisables. C'est ce qui se passe avec la nouvelle grille de lecture de l'arrêt d'Antony en matière de vice de forme et de procédure. C'est ce qui se passe avec la nouvelle politique du Conseil d'État depuis un arrêt du 18 mai, 2 arrêts du 18 mai en matière d'exception d'illégalité. C'est les nouvelles jurisprudences, notamment la jurisprudence Xabage, sur les notifications des voies et délais de recours des actes individuels. C'est quelques souplesses nouvelles, limitées, en matière de jurisprudence pour telle ou telle irrégularité ou défaut de mention dans les titres de recettes. En droit des contrats, de même, depuis l'arrêt Smirjom, ça fait 10 ans que l'on a quand même un certain nombre d'assouplissements. Idem en matière d'urbanisme, idem en matière d'autorisation environnementale. Donc il y a aujourd'hui en droit public matière à hiérarchiser ce qui va être extrêmement grave et ce qui ne l'est pas. Qui dit hiérarchisation dit outil de management. Alors en matière d'outils de management, on a les grilles classiques, la fameuse matrice d'Eisenhower, qu'à titre personnel j'adore utiliser, où on va distinguer ce qui est important de ce qui est urgent. On confond toujours l'important et l'urgent. Monsieur le maire demande quelque chose, c'est donc important et urgent. Distinguons les deux au cas par cas, justement. Et on va hiérarchiser ce que l'on va faire, ce que l'on va déléguer, selon cette matrice. Voici 2 présentations de cette matrice d'Eisenhower, du nom du général devenu président des États-Unis. Au quotidien, il n'est pas rare que nombre d'acteurs encadrent leurs équipes, en distinguant également l'urgent ou pas urgent au quotidien, mais aussi que chaque scénario ne soit plus uniquement étudié en matière d'avantages et d'inconvénients, mais force, opportunité, faiblesse, menace. Nous voici en train de faire donc un lien entre les outils de gestion classiques, de base, les plus simples, et la question d'opportunité, de faiblesse, mais aussi de menace. Ça fait bien longtemps que le monde de l'entreprise, notamment dans le monde industriel, a dépassé ce stade-là pour aller à ce qu'on appelle l'AMDEC, c'est-à-dire l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Alors ça peut sembler un peu techno et un peu inutilement techno. Mais de fait, souvent, chaque process sera identifié avec 3 critères. D'accord? Est-ce que là, ce qu'il est en train d'écrire est fréquent? Quel est son degré de probabilité? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Est-ce que ça peut être identifié ou pas? Dans le monde public, partons du principe que tout peut toujours être identifié et monté en épingle par une opposition, par la presse, par les réseaux sociaux. Il ne nous reste donc plus que 2 critères dans le monde public, si on veut être raisonnable, c'est le niveau de gravité et la fréquence. Évidemment, quelque chose qui est fréquent, mais qui n'est pas grave, pour peu qu'il soit à peu près détectable, devra être combattu. Mais quelque chose qui sera grave et fréquent, ou qui sera grave même pas fréquent, devra évidemment être combattu en priorité, alors que les broutilles du quotidien, le truc qui n'arrive jamais,
ou qui est rare et qui de toute manière n'est pas grave ou régularisable, eh bien finalement, peut-être faut-il moins s'en occuper. Ça ne sera pas la première des priorités. Le monde des collectivités publiques, évidemment, ne peut pas utiliser de tels outils sans quelques adaptations. On a évoqué le fait que de toute manière, il y aura toujours une opposition, un organe de contrôle, ou la presse ou les réseaux sociaux pour monter en épingle tel ou tel problème qui était perçu à tort comme non grave et qui le devient au prisme de telle ou telle affaire. Très bien. Enfin, non, c'est pas très bien, mais on fait avec. Quelles sont les autres spécificités des collectivités publiques qui nécessitent d'adapter cette grille? Beaucoup de normes. Beaucoup de cartographie déjà dans les outils. Risque naturel, risque industriel, système d'endiguement par exemple. Forte pression publique, on l'a dit. Un risque juridique faible peut parfois avoir un impact politique fort. Donc le modèle du droit privé, le modèle des entreprises n'est pas entièrement transposable, bien sûr. Et puis il y a une séparation qui est souvent faite entre ce qui est juridique et managérial. Voire même parfois le juridique est l'enquiquineur du manager, ce qui est évidemment une catastrophe, puisque le but est d'utiliser le droit suffisamment en amont pour qu'il soit un outil et pas une source d'ennui. On a aussi une autre grille importante. C'est la grille de la loi Fauchon qui, il y a 18 ans, nous a facilité la vie. Le sénateur Fauchon et quelques autres, sénateur Vassel par exemple, ont dit bon, il faut distinguer. Si je suis là pour les infractions involontaires, notamment un certain nombre de pollutions, les homicides et blessures involontaires, etc., est-ce que je suis la cause directe du préjudice? Et auquel cas on va voir si mon comportement a été, au regard de la norme pénale, une négligence ou une imprudence. On va regarder aussi si peut-être on a une cause indirecte, mais qu'on a violé une règle identifiée de sécurité dont la violation peut entraîner un risque grave et immédiat pour autrui, auquel cas, zéro danger, zéro risque. Ou plus précisément, il ne faudra pas avoir une attitude imprudente ou négligente, consistant à violer cette norme, sauf évidemment une immense urgence qui fait qu'on n'a pas le choix. On regarde d'autres enjeux. Et puis sinon, on ne sera condamné que si on a fait une faute caractérisée. Ce pénal est d'ailleurs une bonne entrée. D'abord parce qu'il y a énormément de cas où on peut glisser de la gestion du risque par personne et par équipe pour que le pénal soit bien sanctionné, le cas échéant, à l'échelle de la faute et non pas en haut de la hiérarchie, pour qu'il y ait aussi bien souvent des indemnisations qui restent au niveau administratif et qui ne remontent pas au pénal. Et de ce point de vue-là, une logique de cartographie des risques est essentielle. Il y a donc toute une grille que l'on peut appliquer domaine par domaine. Prenons par exemple des très grands systèmes réseaux d'assainissement qui ont des bouches d'égout et qui descendent. Nous avons eu à travailler sur toute une série de risques pour quelques grands réseaux d'assainissement, notamment un très grand réseau d'assainissement qui a des très longs couloirs et des très longues colonnes de descente, et où il y avait par exemple des débats infinis sur le point de savoir s'il fallait descendre en rappel ou pas, bouche par bouche, descente par descente. Et bien évidemment, finalement, en appliquant cette grille, on a identifié avec les agents ce qu'étaient les risques les plus fréquents. On a identifié qu'on ne pouvait pas être la cause directe du préjudice, qu'il n'y avait pas de normes identifiées, et que finalement il valait mieux, pour ne pas commettre de fautes caractérisées, identifier la fréquence des problèmes, leur dangerosité, situation par situation. Et comme ça veut dire que si demain il y a un accident, d'abord il y aura moins d'accidents, et si demain il y a un accident, en ayant fait cette démarche, la collectivité pourra prouver qu'elle n'a pas fait de faute caractérisée au sens de la loi Fauchon. La même chose peut être faite dans bien des domaines. Par exemple, en matière de marché. Quelles sont les dangerosités des marchés? Alors évidemment, tout marché potentiellement peut être dangereux, y compris au pénal. Mais, même en PAPA, même en MAPA. Mais il y a quand même des choses plus dangereuses que d'autres dans les difficultés rencontrées. Donc un mini-audit combiné avec des nouveaux process et la focalisation sur les choses dangereuses peut être l'occasion de limiter considérablement le danger sans imposer un contrôle juridique sur chaque marché très lourd qui finirait par bloquer le fonctionnement de la collectivité en sus de coûter cher. Donc ça nécessite des méthodologies délicates qui doivent faire appel non pas seulement à des intervenants extérieurs et aux services juridiques, mais aussi associer les différents acteurs pour qu'ils comprennent qu'il s'agit aussi de réduire pour eux les risques et de programmer dans le temps et d'étaler les phases d'action pour que la démarche reste légère et que ça soit une attitude en réalité à intégrer.
avec des étapes usuelles, c'est-à-dire qu'au début, évidemment, on lance un peu l'action, mais il faut qu'il y ait une partie de persuasion, de participation, et à la fin de délégation pour que réellement il y ait une infusion d'une culture différente du risque, qui soit ni paranoïaque et bloquante, ni un laisser-aller qui peut conduire à la responsabilité pénale, notamment des échelons supérieurs de la collectivité. Conclusion, c'est un art tout d'exécution, et à la fin, chacun sa carte évolutive. Un gros travail à faire, seul ou accompagné, dans chaque collectivité. Attention, ce genre de démarche peut être très concrète, passionnante, elle peut vite tourner au gadget, elle peut vite tourner au jargon, et se démonétiser dans ce cadre-là. Attention, c'est donc une démarche passionnante si on la laisse vivante. Merci, à bientôt, au plaisir de vous retrouver bientôt pour une autre vidéo du cabinet Landau Associés. Au revoir.